Qu'est-ce que c'est Presstalis? Pourquoi il est en crise, en grève d'ailleurs, avec la CGT du livre? C'est un dossier complexe, c'est un dossier très important parce que c'est un drame qui se joue pour les lecteurs que nous sommes, pour les kiosquiers, pour les éditeurs, les journalistes. On en parle avec vous, Frédéric Casgrain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de la publication de l'hebdomadaire Marianne et le président de la coopérative de distribution des magazines, actionnaire majoritaire de Presstalis. Vous dialoguez ce soir avec Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir, député Agir Ensemble de Paris. Et vous avez écouté ce matin le PDG de Presstalis qui était auditionné à l'Assemblée. Je vous donne la parole dans un instant, juste après cette mise au point. On en a besoin tout de même en images signées Clément Perrault et Nathalie Guilloire. Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Bienvenue dans une maison de la presse, pratiquement sans presse. Voilà un rayon actuellement de quotidiens nationaux, absolument vide. Quelques hebdomadaires, c'est tout ce qu'on a. Voilà. Des titres phares comme l'Équipe qui sont absents de nos rayons depuis plus de 4 semaines. C'est entre 15 et 20% de moins de chiffre d'affaires pour le produit presse. En sortie de confinement, où c'est qu'on avait déjà fait des chiffres pour le mois de mars, moins 62%, pour le mois d'avril, moins 68%. On voyait un petit peu avec espoir cette période qui arrivait de déconfinement et c'est catastrophique. Dans tout le sud-est, comme ici à Marseille, des milliers de points de vente sont dans la même situation. Dans les arrière-boutiques, des invendus s'entassent dans l'attente d'être remboursés aux marchands de journaux. À l'origine de cette situation, les difficultés financières de Presstalis. Le principal groupe français de distribution de presse est en redressement judiciaire. Un plan de sauvetage est proposé. L'État mettrait plusieurs millions d'euros sur la table. Le PDG du groupe est venu le défendre ce matin devant les députés de la Commission aux affaires culturelles. Le nouveau Presstalis va démarrer avec un nouveau bilan remis à zéro et une trésorerie positive grâce aux apports de l'État, encore une fois. Dans les jours qui viennent, le tribunal de commerce de Paris examinera les offres de reprise de Presstalis et nous espérons que la nouvelle structure sera opérationnelle au plus tard début juillet. Des propos qui n'ont pas totalement rassuré les députés, échaudés depuis longtemps par la gestion du groupe. L'histoire de Presstalis de ces 15 dernières années pourrait s'apparenter à une longue descente aux enfers. Les plans sociaux succèdent aux décisions judiciaires et rien n'y fait. La société n'arrive pas à se relever. Et la crise de Presstalis n'est pas nouvelle. La principale messagerie, la seule à assurer la distribution des quotidiens, est toujours dans une situation très critique. Et la période qui s'ouvre est définitivement celle de la dernière chance. Au-delà des vendeurs de journaux, le sauvetage de Presstalis sera décisif pour l'avenir de la presse, déjà fragilisée. Ce qui est grave, c'est qu'on fait mourir par le bas, c'est-à-dire par la base, par les points de vente. Si les points de vente demain n'arrivent pas à survivre, comment la presse va se reconstruire dans cette région? C'est ça qui est très très grave. Moi, si le point de vente il vend plus mes magazines, je suis mort en fait. Je vais pas aller les vendre moi tout seul dans mon petit coin. J'en vendrai 3 quoi. C'est ce vendredi que le tribunal de commerce de Paris devrait se prononcer sur le plan de sauvetage. Alors, avant de parler d'un plan de sauvetage, on va essayer de comprendre ce qui se passe, le diagnostic de la situation. Frédéric Casgrain, expliquez-nous ce qui se passe sur le terrain. Un quart du territoire qui n'a plus de journaux, c'est pas rien, c'est un drame pour l'information. Qui est entraîné dans la faillite de Presstalis? Qui souffre le plus aujourd'hui? Alors, qui souffre le plus ? Dans le temps présent, ce sont les diffuseurs de presse. Les diffuseurs de presse de tout le couloir rhodanien et de toute la zone de Marseille ne sont pas livrés depuis maintenant 4 semaines. Donc ce sont des gens qui, pendant la période du confinement, ont bossé vraiment de manière extrêmement avec des horaires difficiles. Parce que les kiosques sont restés ouverts, d'utilité publique. Moi, en tant que représentant d'un journal comme Marianne, je peux vous dire que nous en sommes très heureux parce qu'on a très bien vendu pendant cette période-là. Mais depuis le déconfinement ? Depuis le déconfinement, la liquidation des dépôts, c'est-à-dire des gens qui livraient ces points de vente, a entraîné donc des mouvements de grève
assez sauvage, puisque des dépôts ont été attaqués, des camions de journaux ont été attaqués. C'est la CGT du livre qui s'est mise en grève. 500 personnes sur le carreau pour Presstalis, et ça a entraîné... Il faut aussi reconnaître que le licenciement de ces gens-là a été fait de manière assez brutale. Du jour au lendemain, ils ont appris qu'ils perdaient leur boulot. Et bien sûr, c'est comme une poudrière. On sortait d'une période de confinement où tout le monde avait énormément travaillé, et on se retrouve en plein déconfinement. On leur dit du jour au lendemain, ils ont appris un vendredi à 15h que ça s'arrêtait pour eux. Et donc certains dépôts ont été attaqués. Certains dépôts attaqués, et les marchands de journaux ne sont plus livrés. Donc les kiosquiers souffrent évidemment, on le comprend. Et ensuite, toute la chaîne, bien sûr toute la chaîne de distribution, journaux que vous représentez, en tant qu'éditeur, on perd bien sûr nos ventes sur ces territoires-là. En plus de la chute de la maison Presstalis. Parce que la chute de la maison Presstalis, c'est une créance de 120 millions d'euros qui est perdue pour les éditeurs. Alors il faut expliquer, puisque vous êtes actionnaire, c'est une coopérative, actionnaire majoritaire, 75% pour les magazines. Voilà. Au fond, Presstalis vous doit de l'argent. Combien ? L'argent que le client donne dans un kiosque pour payer son journal, il y a une partie qui revient à l'éditeur. Et là, cet argent, Presstalis l'a confisqué et l'a perdu. Tout simplement. Donc, les éditeurs de presse, quotidiennes et magazines, ont une créance d'à peu près 120 millions d'euros. 120 millions d'euros 120 millions d'euros qu'ils ne reverront jamais. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, vous saviez qu'au fond, vous alliez vendre à perte. Enfin, vous éditez des journaux toute la période sans du gagner. Confinement. Exactement. Donc, ce qui va se passer... Alors que vous avez augmenté les ventes. Bien sûr. Parce que pendant le confinement, les Français ont lu cette presse n'est pas arrivée. Cette presse est arrivée dans les points de vente, mais l'argent n'est pas remonté. Alors quand vous êtes un éditeur indépendant, c'est-à-dire c'est votre petite entreprise, vous êtes comme Franck Hanès, vous êtes comme Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Point de Vue, ou comme un certain nombre d'éditeurs. Vous êtes propriétaire du journal. Et vous êtes propriétaire du journal et vous ne recevez pas. Victime. Donc, vous allez perdre 1, 2 ou 3 millions d'euros dans votre résultat d'entreprise. Eh bien, pour certaines entreprises, c'est la mort assurée aussi. Quand vous êtes appuyé par un grand groupe industriel, comme sont un certain nombre d'éditeurs de presse en France, là, pour eux, c'est une mauvaise année, mais l'année prochaine sera peut-être meilleure. Vous avez un ordre de grandeur. Combien de magazines en France, petits magazines, risquent de mourir de cette crise ? On estime autour de 30% des magazines qui pourraient ne pas se relever de cette opération. Voilà. Pierre-Yves Bournazel, pourquoi personne n'en parle ? Quand même un quart du territoire qui n'a pas accès à la presse, le droit à l'information, les lecteurs sont pénalisés. On a parlé des kiosquiers. Il y a une indifférence générale. C'est dramatique ce qui se passe. Oui, on en parle ce soir, on en a parlé ce matin à l'Assemblée nationale. Il y a un sujet financier qui vient d'être évoqué, et il faudra d'ailleurs regarder de près ce qui s'est exactement passé, parce qu'il y a eu quand même des déconvenues successives dans la gestion de Presstalis. Il y a une question économique et sociale, qui est la question des éditeurs, des diffuseurs et de leurs salariés. C'est une question quand même essentielle. Et puis, il y a une question de vision de la société dans laquelle on veut vivre, qui évidemment s'attache à la liberté de s'informer, à la liberté de la presse. Et ces sujets nous préoccupent. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres collègues, ce matin, nous les avons relayés. Moi, je suis très attaché, par exemple, aux points de vente, aux marchands de journaux, aux kiosquiers, qui sont évidemment des éléments essentiels de notre cohésion sociale, qui rendent beaucoup de services aussi, qui sont très utiles dans nos quartiers. Je suis inquiet pour leur avenir, et donc, évidemment, la situation actuelle les fragilise encore plus. Il faut les soutenir. Il faut réinventer aussi un modèle qui permette du haut en bas de la chaîne, de pouvoir permettre à chacun de pouvoir vivre de son métier. Ça fait un mois que ça dure tout de même. En quoi un député peut faire pression sur l'État, sur le gouvernement, pour au moins que le problème prenne une place dans l'agenda politique ? En interpellant justement l'État et le gouvernement, on a plutôt, en tout cas, une oreille attentive. Il faut le dire, le ministre notamment de la Culture, Franck Riester, est très attentif. Il y a eu des actes, notamment sur le plan financier, il y a des garanties qui sont nécessaires. Et sans l'État, évidemment, la situation serait plus que catastrophique et encore pire qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut porter aussi une vision nouvelle de ce que l'on veut faire et qu'est-ce qu'on a à construire dans les années qui viennent. On va en parler de la vision nouvelle, mais un mot quand même sur le diagnostic. Ce qu'il faut expliquer, c'est que si Presstalis dépose le bilan, c'est parce que le modèle économique de la presse a complètement changé. Aujourd'hui, on lit en ligne. Oui. Et donc les quotidiens profitent davantage de la publicité sur les sites et ne vendent beaucoup moins en kiosque, et ça a des conséquences. Le système Presstalis, c'est un système qui a été monté à la fin de la guerre pour distribuer d'abord les quotidiens. Donc c'est un système qui est construit pour distribuer des quotidiens toutes les nuits sur l'ensemble du territoire national. Et là, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, c'est d'ailleurs une logique, c'est comme pour tous les quotidiens du monde, le consommateur
lit de moins en moins de papier journal et lit maintenant son quotidien sur des tablettes ou sur son téléphone portable. En revanche, pour la presse magazine, c'est tout à fait différent. La presse magazine reste une presse attachée à un lectorat attaché au papier. Donc, on a, c'est vrai, une baisse de nos diffusions, comme tous les éditeurs, mais nettement moins. Donc les magazines ont davantage besoin de Prestalis. Et maintenant, 75%, hein, vous avez au capital, 25, 27 pour les quotidiens. Mais on a l'impression qu'il y a deux logiques qui s'affrontent, qui contribuent à cette crise. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre ? Magazine et quotidien. Les besoins sont différents. Un quotidien a besoin d'être distribué toutes les nuits. Quand un quotidien du soir ou un quotidien du matin vendait 100 000 exemplaires il y a 10 ans, il n'en vend plus que 25 000. Mais les kilomètres, les voitures de livraison, les ouvriers qui travaillent la nuit pour faire ces paquets, ils sont toujours là. Donc, les coûts n'ont pas baissé. Et ça devient maintenant insupportable, ces coûts. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette presse quotidienne, parce que cette presse quotidienne, c'est ce qui fait vivre notre démocratie et notre République. Mais la presse magazine, là aussi, vous avez besoin d'une presse magazine, parce que la presse magazine, c'est aussi de la presse d'information politique et générale, mais c'est aussi de la presse scientifique, c'est aussi de la presse ludique. Et cette presse magazine prenait en charge, d'une certaine manière, les coûts de distribution des quotidiens. Nous sommes dans un système coopératif. Ces coûts ne sont plus supportables. On ne peut plus payer. Il n'y a plus assez d'argent. Donc, soit les quotidiens payent leur vrai coût de distribution, et ils le payent grâce à l'État, parce que l'État prend en charge et offre un certain nombre de subventions. Mais nous, presse magazine, on ne peut plus continuer à travailler de cette manière-là. Et deuxièmement, le consommateur change. Autrefois, vous aviez des gens qui étaient abonnés au quotidien, qui achetaient tous les jours le quotidien chez le marchand de journaux. Maintenant, c'est des achats de plus en plus épisodiques. Pour comprendre le modèle économique, pour Marianne, combien vous donnez ? Eh bien, pour la distribution du journal. Je vais vous dire, je donne à peu près 40%. Sur un journal. Sur un journal. Et c'est énorme. Oui, mais le coût de distribution de Marianne se fait sur 2 jours. Un quotidien, ça se fait sur une nuit. Et je pense que le quotidien donne 40% aussi. Et dans cette affaire, Marianne va perdre 800 000 euros. Pour une entreprise qui fait... 800 000 euros. 800 000 euros. Pour une entreprise qui est juste à l'équilibre, je veux dire, sans actionnaire, cette entreprise ferme. Donc comment vous faites ? C'est l'État qui vous donne un coup de main ? Non, là, on se tourne vers l'actionnaire. On se tourne vers notre actionnaire pour dire, est-ce que vous pouvez nous aider ? L'actionnaire de Marianne. L'actionnaire riche, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des éditeurs de magazines. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux messageries sur le marché. La première, c'est Prestalis. La deuxième, c'est les NNPP. MLP. MMP, les Lyonnais. Messagerie lyonnaise de presse. Voilà. On essaye de les unir pour créer une entité plus forte économiquement ? Ça, je crois que c'est un travail qui doit être élaboré avec les professionnels. Donc nous, on est là pour relayer leurs attentes et voir quel est le modèle économique, social qui peut fonctionner, sur un plan évidemment financier, mais aussi pour protéger un certain nombre de salariés et permettre que cette liberté d'être informé, cette liberté de la presse, soit effective partout et sur tout le territoire. Car quand on voit ce qui est en train de se passer dans notre pays, on a vu le reportage tout à l'heure, c'est sidérant qu'on en soit arrivé là. C'est sidérant aussi parce que c'est particulier. Prestalis, le poids des syndicats est très fort. Il y a parfois des techniques un peu de prise d'otage qui sont fréquentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est élu de terrain pour essayer d'empêcher ça ? Ces prises d'otages, je peux que les condamner. Et c'est pas une manière de faire. Et vous n'entendrez jamais dans ma bouche le soutien à ce genre de méthode. Mais là, il y a aussi d'abord, il faut le dire, un problème économique et social. Et que des personnes à qui on explique que leur emploi est terminé et que le système n'est plus viable, forcément, ça va créer des problèmes et des tensions. Donc je crois qu'il faut s'attaquer aux racines du problème, de poser le diagnostic, comme on a essayé de le faire et comme on l'avait très bien fait tout à l'heure, regarder avec tous les acteurs et les professionnels comment, du début à la fin de la chaîne, on peut permettre à chacun de pouvoir travailler et de vivre de son travail-là. Le PDG de Prestalis... Il y aura besoin de soutien, évidemment, de l'État, mais on a aussi besoin que les partenaires privés s'engagent aussi, parce que c'est aussi une vision de la société. Et puis il y a des nouveaux enjeux, il y a l'enjeu écologique notamment, dont on pourrait parler sur la question des invendus. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a des propositions qui peuvent être portées. En tout cas, moi je suis en contact avec un certain nombre de personnes qui réfléchissent sur ce sujet pour alimenter les professionnels de propositions prochainement. Alors le PDG de Prestalis a parlé ce matin de la mise en place d'une structure opérationnelle. En juillet, l'État va financer le démarrage d'une nouvelle messagerie avec 200 millions sur la table. Ça va suffire ou pas ? Qu'est-ce que vous voudrez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je veux dire, Prestalis est l'héritier ou l'héritière d'une structure qui s'appelait l'NMPP. Mais l'objectif
pour nous, c'est d'avoir une structure pérenne, qui dure dans le temps. Il y a 2 acteurs sur le marché. Il y a Presstalis et l'MLP. Est-ce que la proposition des magazines, c'était celle-ci, et c'est toujours celle-ci. Il faut absolument qu'on se rapproche des MLP, qu'on arrête ces guerres entre les 2 sociétés de messagerie, qu'on arrête de replâtrer en permanence le Titanic Presstalis, et qu'on crée une unique structure de distribution de la presse. Alors, ça va par un rapprochement avec les MLP, une discussion avec les MLP, les systèmes informatiques, les systèmes commerciaux, la discussion. Le syndicat du livre, il est là. Qu'est-ce qui peut nous reprocher à nous, éditeurs, le syndicat du livre? C'est de ne pas avoir une vision pour l'avenir. Parce que de leur dire, vous êtes licencié, vous partez, mais sans leur expliquer la vision qu'on a sur la structure, c'est extrêmement frustrant et c'est violent. Donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir une organisation qui soit pérenne dans le temps. On sait que les quotidiens vont petit à petit baisser leur tirage. On sait très bien qu'ils vont basculer sur le numérique dans les années à venir. Il faut continuer à construire un avenir pérenne, mais avec l'ensemble de la presse magazine. Donc s'allier pour éviter la catastrophe. Oui. Pourquoi pas? En tout cas, le débat est sur la table. Je vous ai entendu à plusieurs reprises évoquer cette idée. Il faut que tous les professionnels puissent exprimer leur point de vue. Moi, je n'ai pas de tabou à partir du moment où on peut faire fonctionner un système. Je pense aussi qu'il y a un vrai travail à faire, parce que dans la transformation de votre modèle, et notamment vers le numérique, c'est comment conserver une stratégie aussi pour le papier, que ce soit pour les quotidiens ou pour les magazines, avec 2 problématiques très différentes. Je pense aussi que ça passe par beaucoup l'éducation. Je pense qu'il est important que très jeune, à l'école, on apprenne que la liberté de la presse, c'est absolument essentiel dans une démocratie, et que donc il faut d'abord apprendre à s'informer et avoir le goût de la pluralité de l'information, et donc d'avoir la curiosité et l'envie d'aller lire des journaux, de lire des magazines, et les lire en ligne, apprendre et comprendre la société par soi-même. Le monde d'après. Je pense que c'est important que ça y participe très tôt, parce que je trouve que les nouvelles générations s'informent beaucoup plus vite qu'avant, mais de manière moins précise, et peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Le monde d'après, pour la presse, c'est le numérique à 100%? Non. Je crois à l'avenir du papier. Je crois que le papier, sur la presse magazine, a toutes ses chances. Sur la presse quotidienne, non. Aux États-Unis, c'est déjà numérisé. Mais c'est la presse quotidienne qui souffre aux États-Unis. Il y a des États entiers qui ont vu disparaître leur presse quotidienne. Tout à fait. Mais la presse magazine, vous avez une presse hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle que vous gardez, que vous conservez. La relation entre les 2 supports est très différente. L'achat entre les 2 titres est très différent. Donc on achète le week-end ces magazines pour les feuilleter tranquillement, tandis qu'on lit les quotidiens en ligne. C'est comme ça que vous voyez les usages. Et vous? Moi, j'aime bien le matin avoir le Parisien, le Figaro ou Libé. J'aime bien avoir à 14h Le Monde, parce que j'ai la chance d'être parisien. Et j'aime bien le mercredi où il y avait l'Express, le jeudi arriver avec tous les autres hebdos, et puis le week-end avec Marianne, le Figaro Magazine, etc. Bien sûr. Voilà, l'Obs, on va tous se citer Le Point et même Valeurs Actuelles pour pas se faire engueuler. Mais bien sûr, quand on a eu cette éducation, ce goût de lire les magazines ou les quotidiens, je pense que ça reste. Et c'est très important que dans les nouvelles générations, on donne ce goût, cet intérêt à la presse quotidienne. Et on espère évidemment que les Français pourront consulter leurs journaux, tous leurs journaux, magazines ou quotidiens, dans les kiosques du sud de la France, parce que quelque chose me dit qu'ils seront nombreux cet été sur les plages du sud et de la Provence. Vous restez avec nous, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe du côté des Britanniques avec Alex Taylor. Alex est avec nous, vous le savez, c'est notre chroniqueur francophile et maintenant français, même s'il est aussi britannique. Alors la distribution de la presse, Alex, c'est à peu près, comment dire, des problèmes similaires, pas tout à fait. Ils ont d'autres problèmes au Royaume-Uni, c'est ça ? Oui, Myriam, on comprend assez mal la presse britannique en France. D'abord, il y a beaucoup plus de journaux vendus tous les jours, 6,5 millions. Des journaux comme The Sun ou The Mail, par exemple, tirent tous les jours à 1,3 million. C'est plus chacun que l'ensemble de la presse française nationale réunis. Donc il y a 12 journaux tous les jours. Les lecteurs aussi sont beaucoup moins fidèles. Si en France on achète le Figaro un jour, il y a peu de chances qu'on achète Libé le lendemain. En Grande-Bretagne, il faut que ces journaux se battent. C'est pour ça que les unes sont souvent beaucoup plus racoleuses et que les opinions sont plus fortes. C'est une presse d'opinion en Grande-Bretagne. On l'a vu surtout avec le Brexit où 80%, je parle en termes de circulation, de la presse était pour le Brexit. Donc c'est cela, donc c'est cela votre revirement.
Oui, il y a eu d'abord quelques changements de propriétaire tout simplement. Le plus spectaculaire, c'est The Express. Si vous tapez dans Google The Express et le mot migrant, vous allez tomber sur des unes assez racistes pendant des années. Sur les migrants en Grande-Bretagne, eh bien, changement radical de temps, parce que le nouveau rédacteur en chef, Gary Jones, a dit qu'il n'arrivait pas à dormir quand il pensait à tout ce racisme. Donc le journal publie désormais quelques articles même sympathiques sur tous ces gens venus d'ailleurs qui nous aident dans les hôpitaux et accueillir nos fruits et légumes. Puis, le Corona est passé par là aussi pour The Mail, par exemple, le grand pitbull du Brexit qui a beaucoup boosté Johnson dans les élections et qui maintenant, cette semaine, fait un article sur la débâcle de sa gestion de la crise Corona. Et puis, je suis tombé des nues ce week-end dans ce journal qui a tant fait pour le Brexit, qui ose lancer une pétition signée par une brexiteuse, l'ex-ministre de l'Agriculture en Grande-Bretagne, pétition contre les poulets au chlore et l'abaissement des normes britanniques, c'est-à-dire européennes, dans la nourriture. Il faut parfois aussi chercher la femme, parce qu'il faut savoir que l'une des plumes les plus renommées de ce Daily Mail s'appelle Sarah Vine, qui est l'épouse du ministre Michael Gove, qui lui se verrait bien un jour à la place du dit Johnson. Donc, comme on dit en anglais, look for the woman. Merci Alex. Ça peut être ça, notre avenir, une presse d'opinion, une presse très très marquée politiquement, comme au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, vous avez... Parce que Marianne, c'est un peu sa voix aussi. Hein, oui, mais elle n'est pas caricaturale. Marianne est un journal réfléchi. Lorsque vous regardez la presse britannique, vous avez une presse quotidienne, des tabloïds qui sont extrêmement agressifs, hein, et sans vergogne. On pensait que la rédactrice en chef est la femme d'un... Enfin, vous dites que c'est quand même assez... On ne verrait pas ça en France, enfin, on éviterait peut-être. On l'espère en tout cas. Mais en revanche, nous avons, nous, en France, une presse magazine beaucoup plus riche que... nous sommes le pays au monde où nous avons la plus forte densité de presse magazine. C'est-à-dire que vous avez des titres sur tout en France. Et c'est une vraie richesse. C'est-à-dire que vous avez une presse quotidienne nationale qui se résume à une dizaine de titres. Vous avez une presse quotidienne régionale qui est présente aussi, qui est très présente. Et vous avez une presse magazine extrêmement riche. On a un pays... de pluralisme. Oui, on a un pays très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Il faut soutenir la presse parce que il faut l'acheter, les lecteurs étaient nombreux, mais malheureusement les annonceurs ont un peu quitté la scène pendant la crise sanitaire. En France, on a une presse quand même plurielle et de qualité, très franchement. Oui. Voilà. Le modèle britannique, je ne le connais pas bien, mais de ce que j'en comprends quand même, je crois que notre modèle est quand même meilleur. Merci beaucoup. Merci messieurs pour ce décryptage de ce sujet complexe, mais ô combien important. C'est la fin de cette émission. On vous promet de diffuser le jour d'après, comme prévu avec David Jayes sur le retour en force des États-nations. On le fera dès demain sans faute. Très belle soirée documentaire sur LCP et à demain.